Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 49 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ilham Mouik qui viendra nous présenter notamment son podcast qui s'appelle Club Inclusive. Dans ce podcast, elle parle d'inclusion des personnes minorisées dans notre société au travers de ses réflexions, ses recherches et les témoignages de ses invités. Ilham nous parlera également de Fangirls, qui est un deuxième podcast qu'elle co-gère et co-anime avec 3 autres personnes. Le but de Fangirls, c'est de mettre en avant à travers différents concepts les femmes dans la musique et notamment dans la critique musicale. Et en fait, leur concept ressemble beaucoup à une sorte de radio, review, etc. C'est vraiment très chouette aussi à écouter, donc je vous conseille bien sûr ces 2 projets que j'adore écouter et que je suis en tout cas pour Club Inclusif depuis très longtemps et pour Fangirls depuis assez récemment. Dans ce podcast, on a donc parlé de ces 2 projets, de ses actualités, de son parcours, ainsi que de politique et de vision du monde actuel et futur. J'ai adoré recevoir Ilham et je trouve que elle a apporté vraiment beaucoup d'éléments hyper intéressants, donc merci à elle pour son passage. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous invite à aller suivre son travail. Et comme d'habitude, je vous invite, si vous le souhaitez, à me laisser une étoile sur les différentes plateformes d'écoute, à vous abonner, ainsi qu'à aller suivre l'ALAM Podcast sur les réseaux. L'ALAM fête ce mois-ci ses 2 ans, et si vous voulez fêter ça avec moi, n'hésitez pas à m'aider à le partager et à le diffuser autour de vous. Un grand merci à vous et une très belle écoute. Eh bien, bonjour Ilham. Hello Louise. Merci d'être venue sur le podcast aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, et du coup je m'appelle Ilham, j'ai 25 ans. Je suis chômeuse, auto-entrepreneur, serveuse de temps en temps. J'ai un podcast qui s'appelle Club Inclusive et je le détaille pas trop parce que je crois que je le présente par la suite. Et j'ai également un autre podcast avec des copines qui s'appelle Fangirls. Et voilà, et je suis diplômée en communication et marketing éthique et depuis 1 an et demi. Et voilà, je crois que c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur moi. C'est déjà un bon CV, Yes. clairement. Donc, ouais, tu as fait des études en communication et marketing éthique. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous dire ce que c'est, en quoi ça consiste et sur quoi tu peux travailler plus tard ensuite? Ouais, du coup, pour aller un peu plus dans le détail, j'ai fait un DUT Com, une licence Com et ensuite, du coup, un master spécialisé en marketing éthique et communication responsable, si je dis pas de bêtises. Et l'idée, c'est d'apprendre à communiquer, mais de façon plus éthique, de manière très globale. La réalité, c'est que la formation que j'ai faite, elle était quand même vachement axée écologie. Donc comment communiquer de façon plus sobre, comment prendre en compte les enjeux liés à l'environnement, etc. Mais ma vision de la chose, c'est que quand on parle d'éthique, c'est beaucoup plus large que ça. Donc il y a prendre en compte aussi tout ce qui est communication inclusive, communiquer pour tout le monde et s'adresser à tout le monde, communiquer de façon accessible, savoir s'adresser à un peu toutes les populations. Et évidemment, le côté écologie qui est important parce que dans la com, ça peut pas mal polluer, mine de rien. Même là, on parle de plus en plus d'empreinte écologique, d'empreinte digitale, pardon, mais en termes d'écologie, quoi. Quand on bosse dans la com, on pollue beaucoup digitalement parlant. Et du coup, c'est important d'avoir ces enjeux en tête. Et ça faisait plus sens pour moi de me spécialiser comme ça pour pouvoir continuer de façon plus moins culpabilisée de continuer dans la com, mais continuer quand même à faire de la com parce que c'est ce que j'aime faire et voilà. Trop bien. Et sur quel projet t'aimerais communiquer plus tard, en projet idéal, d'entreprise idéale ou... Projet idéal dans mes rêves, j'aimerais bosser que pour des associations, évidemment.
des associations du coup engagées sur des sujets que ce soit enfin tout ce qui touche au militantisme et que ce soit féminisme, antiracisme, lutter contre les LGBT+, phobie, tout ce qui touche à ces sujets-là très, très social finalement. Et j'aime bien aussi tout ce qui touche au sujet de l'égalité des chances. Mais finalement, tout est un petit peu lié, donc voilà. Mais j'aimerais bien communiquer pour des projets engagés uniquement et pas pour des grosses entreprises. Donc voilà. Et du coup, il y a 2 ans, tu as lancé Club Inclusive. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet? Oui, donc Club Inclusive, c'est un podcast qui offre un espace de parole aux personnes dites minorisées dans la société, dans l'objectif d'apprendre à mieux les inclure dans cette société, justement. C'est un podcast du coup que j'ai lancé à la fin de mes études en master, où en gros on avait un projet de fin d'année à faire avec un livre blanc. Et moi, j'ai choisi de faire un livre blanc et ce podcast. C'était un peu l'excuse pour moi de le lancer parce que j'avais besoin de quelque chose pour me motiver pour le faire. J'avais envie de le faire depuis un petit moment, mais j'osais pas. Et là, c'était la bonne excuse pour me lancer. Et du coup, j'ai choisi de faire mon livre blanc sur comment mettre en place une démarche de diversité et inclusion en entreprise pour les petites entreprises et les startups. Et à côté de ça, j'ai lancé mon podcast où je me suis dit que, en fait, on ne pouvait pas s'adresser aux entreprises et leur dire d'être plus inclusifs sans leur expliquer qui était derrière tout ça. En fait, on parle d'inclusion, mais on parle d'inclusion de qui? On parle d'inclusion de personnes qui sont partout dans la société et qui ont des vécus personnels qui expliquent que du coup, elles ont besoin d'être incluses dans la société d'une meilleure manière et donc besoin de mesures spéciales, on va dire, en entreprise. Et pourquoi là je me focus sur l'entreprise? C'était en partie parce que c'était un projet d'école, donc fallait qu'il y ait un lien avec le monde de l'entreprise, mais aussi parce que je pense que on passe beaucoup de temps au travail, malheureusement, mais on passe beaucoup de temps au travail, et c'est aussi comme ça que tu t'inclus dans une société, quand tu penses à aller quelque part, ou quand tu, même sans être... même sans faire partie d'une minorité, t'es obligé de travailler, quoi. Et du coup, c'est un peu le pan principal, j'ai envie de dire, dans les vies des personnes. Et c'est aussi, selon moi, le reflet de la société. Les entreprises sont un peu le reflet de la société, tellement elles prennent de la place. Et donc, ça me paraissait essentiel de s'adresser à elles et donc de faire des témoignages de vraies personnes pour que tous les chefs et toutes les chefs d'entreprise comprennent mieux le vécu des personnes qu'elles vont potentiellement employer par la suite. Et voilà, et puis avec le temps, ça a un petit peu changé, puisque j'ai plus pour vocation de directement m'adresser aux personnes en entreprise, mais j'ai voulu un peu diversifier les sujets du podcast, donc c'est beaucoup plus large, mais à la base, ça partait de ça, et voilà. Oui, justement, tu dis souvent que ces interviews, elles ont pour but de faire mieux comprendre ce que ces personnes vivent et que ça permet aussi d'agir et de trouver des solutions collectives. Tout au long de ton travail, tu racontes les récits de personnes dont on entend des clichés en fait à longueur de journée dans les médias mainstream. Et du coup, dans ton travail, déconstruire les clichés racistes, sexistes et comme tu l'as dit, LGBTQIA+, phobes et les discriminations à travers tes épisodes, ça passe par de la pédagogie et de la vulgarisation politique beaucoup et Ouais. du témoignage aussi beaucoup. Pourquoi avoir choisi cet angle-là de la pédagogie, de faire mieux comprendre? Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu moins pour cette pédagogie-là parce qu'on n'a pas forcément tout le temps l'énergie ou quoi. Qu'est-ce que ça permet d'après toi d'utiliser ça? Moi, je suis partie là-dessus parce que en discutant avec des potes, des amis, des connaissances qui n'étaient pas forcément sensibilisés, pas forcément engagés, mais pas pour autant d'extrême droite, mais juste pas sensibilisés et qui se sentaient pas concernés et qui sont pas directement concernés par ces sujets-là, qui sont pas victimes de discrimination, etc. En discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'en fait, que dès que tu ramenais du récit personnel sur des sujets notamment politiques ou sociétaux de façon générale,
les personnes sont plus sensibles et il y a cette question un peu des émotions qui entrent en compte. Et puis, tu as des personnes qui, du coup, se retrouvent à se dire ah oui, en fait, oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai que c'est difficile je dis n'importe quoi, mais de devoir faire des démarches à la préfecture tous les temps de temps parce que tu dois renouveler ton titre de séjour. Alors qu'à côté, t'as un taf à 35 heures, puis t'as une vie personnelle, t'as une vie sociale à entretenir, etc. Oui, c'est difficile, mais en fait, si t'en as pas conscience et que t'es pas concerné, c'est... Puis t'as un peu ce truc aussi de ça me touche pas, donc je ferme les yeux et j'ai pas envie de regarder. Et je blâme pas ces personnes-là, mais ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont juste pas au courant du vécu des personnes minorisées. Et je me suis dit que du coup, en faisant du témoignage, en mettant des témoignages en ligne, ça permettrait peut-être à certaines personnes de se sensibiliser, de se rendre compte de ce qui se passe et du coup de se sentir touchées par ces causes-là, parce qu'en vrai, ça nous touche tous, toutes et tous. Et ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le témoignage. Ouais, carrément. C'est vrai que ça a un impact, et tu le montres aussi, surtout, tu as interviewé pas mal de gens qui sont en études encore, enfin qui étaient qui parlent en tout cas du moment où ils étaient en études et c'est vrai qu'on se rend compte de l'impact matériel, mais aussi psychologique que ça a sur, leur vie et leur quotidien. Ouais, aussi. Et oui, et du coup, t'as aussi le sujet de la santé mentale qui entre en compte, où tu te dis, j'avais pas forcément conscience, mais peut-être que... Enfin, c'est pas peut-être parce que ça a été prouvé, mais vu que là, on parle juste de témoignages basiques et que justement, j'ai pour vocation à un peu vulgariser et pas forcément tout le temps ramener des chiffres et des études dans les épisodes de podcast que je fais, juste savoir que, en fait, oui, la santé mentale des personnes racisées, des personnes LGBT+, est plus fragile que une personne qui a une vie un peu plus simple, on va dire. Et tout le monde le sait pas forcément, on s'en rend pas forcément compte. Et ouais, en fait, je me suis dit, témoignage basique, t'écoutes le témoignage basique d'une personne lambda, ça peut plus toucher que écouter le témoignage ou le récit d'une personne qui sera peut-être connue ou reconnue et du coup ça te touche moins et tu te dis que c'est moins proche de toi parce que c'est potentiellement une personne qui a de la notoriété, etc. Donc ça te concerne moins et ouais, voilà. Oui, voilà, j'ai beaucoup aimé, l'intro que tu as faite dans, étudiante sri-lankaise en France, l'histoire d'Ushirya? Ushila, du coup. Ushila, Oui. OK. J'ai beaucoup aimé, l'intro que tu as faite dedans parce que tu as dit: «C'est ouf, mais même moi, je me rendais pas compte à quel point elle vivait ça» et j'ai l'impression qu'on coupe, souvent les gens en 2 entre, ça y est, soit tu es déconstruit, soit tu l'es pas et du coup, ça peut vite avoir un aspect un peu, mépris de classe en vrai de dire, «Moi, je suis déconstruite, toi non et du coup, je vais t'expliquer la vie». C'est pas ça en fait. Je trouve ça cool de dire: «On est tout le temps en train d'apprendre». Moi-même, tout le temps, je me rends compte que, j'ai zéro connaissance, pour tel ou tel sujet et j'apprends chaque jour. On en parlait juste avant, mais Oui. moi, j'ai appris il y a pas longtemps, même cette semaine, que, le MeToo, c'était, venu d'une femme afro-américaine en 2006, alors que moi, j'étais comme tout le monde en train de me dire, «Bah non, c'est 2017 que c'est arrivé». Enfin, voilà. Du coup, j'ai beaucoup aimé que toi aussi t'aies dit: «Ouais, mais même moi, en recueillant les témoignages, ça m'apprend aussi des choses». Ouais, et puis c'était le but aussi. Je prétends pas du tout avoir la science infuse sur ces sujets. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il faut pas se mettre dans des catégories en mode moi je suis déconstruite et toi tu l'es pas. Parce que ce serait contre-productif, je pense, en vrai, de catégoriser les gens comme ça. On est tous en train d'apprendre, mais on est tous à des degrés différents, on va dire, sur l'engagement, la connaissance de certains sujets, etc. Et c'est normal aussi parce que tout le monde n'a pas les mêmes... est pas concerné par les mêmes choses. Enfin, c'est normal. Pas forcément normal, mais c'est pas étonnant, quoi. Ouais. Tout le monde n'est pas concerné par les mêmes choses, tout le monde n'est pas touché par les mêmes choses. Moi-même, j'apprends des choses en faisant ces épisodes de podcast et c'est hyper intéressant, ça permet de progresser dans son engagement et dans sa sensibilisation à certains sujets et c'est trop cool. Et du coup, tu parles de, comment, mettre en avant, les personnes, minorisées, comme tu l'as dit, et c'est une question du coup de représentation. Et du coup, ma question c'est que justement, d'après toi, quel impact, les représentations ont sur les gens et pourquoi est-ce important d'entendre ces récits? On y a déjà un peu répondu, mais plus, quel impact ça a les représentations pour aussi les personnes concernées? Euh, bah, je
pense que si je fais le schéma de pensée de façon chronologique, je pense à moi quand j'étais plus petite, où j'avais pas forcément de modèle. Enfin, je suis une femme maghrébine en France. Ma mère a émigré en France et il n'y avait pas forcément de modèle dans les médias. Et encore ça va parce que j'ai que 25 ans, donc ça évolue c'est de mieux en mieux, ça évolue de plus en plus, donc c'est cool. Mais je me suis quand même dit à un moment donné, ah oui, c'est vrai qu'en fait dans les dessins animés, les livres, les choses comme ça, c'est peu de personnes racisées. Et du coup, moi-même, j'ai eu ce manque en quelque sorte en grandissant de je sais pas forcément ce que je suis capable, ce que je peux faire en tant que femme maghrébine. Est-ce que je peux être ingénieur, prof de sciences, je dis n'importe quoi, pas du tout sciences en plus pour moi, mais des choses comme ça. L'ensemble, les chiffres, les sciences, pas du tout mon truc. Mais en vrai, c'est bête, mais quand tu vois pas de personnes qui te ressemblent, à certains postes, certains statuts, dans certains milieux, tu t'imagines pas que tu peux les intégrer. Et du coup, je pense que les représentations sont importantes pour ça, c'est de montrer qu'il y a des personnes toutes avec des identités plurielles, différentes et même parfois multiples, du coup, un peu partout. Et du coup, dire que oui, en fait, on est là, on existe et on est de plus en plus présente de partout et on fait de la représentation et c'est important pour ça et aussi pour dire aux plus jeunes du coup c'est possible et montrer qu'il y a un champ des possibles qui est énorme pour tout le monde quoi. Enfin, c'est pour ça que je pense que les représentations de façon très globale, que ce soit du cinéma, dans le cinéma, dans les pubs, dans le podcast. Moi, en l'occurrence, la communication, c'est mon domaine, donc je sais que c'est important. C'est des détails, mais c'est important de mettre des femmes racisées sur des pubs, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir. Tu vois, j'en discutais avec un ami il n'y a pas longtemps, je lui disais ce serait cool d'avoir une femme racisée ou un couple gay pour une pub pour un steak, tu vois. Parce qu'en fait, le sujet, c'est pas le couple ou la femme, c'est le steak. Mais juste normaliser ces choses-là et montrer qu'on est un peu partout. Ouais, c'est ça qui est important, je trouve, dans les représentations. Ouais, c'est vrai. Si t'as des exemples justement de comment tu le mets en application dans ton travail, c'est intéressant. Tu veux que je te donne des petits exemples? Si, des petits, ouais. Je sais que je travaillais pendant un moment avec un client qui était dans le vélo. Et du coup, on faisait des publications pour les réseaux sociaux. Et c'est des détails, mais se dire que dans le vélo, on représente beaucoup les hommes CSP+, blancs. C'est un peu le cliché de l'utilisateur du vélo. Et en réalité, dans les chiffres, c'est aussi les personnes qui utilisent le plus le vélo. Mais il n'y a pas que ça du tout. Il n'y a pas que des grenoblois qui font du vélo. Exactement, il n'y a pas que des grenoblois en polaire quechua qui font du vélo. Il y a tout le monde fait du vélo. C'est un autre sujet, donc je ne m'étalerai pas, mais en réalité, tu as plein de personnes qui utilisent le vélo au travail parce qu'en fait, elles sont dans des zones rurales où tu n'as juste pas de transport et elles n'ont pas forcément de voiture, de permis, etc. Donc, ce n'est pas forcément des personnes dans ces clichés-là qu'on s'imagine. Et du coup, c'était important pour moi de mettre des femmes, des personnes racisées sur les photos que j'utilisais pour les supports visuels qu'on créait. Et en plus, ça posait évidemment aucun problème aux clients avec lesquels je travaillais. Et au contraire, je sais qu'il y a eu des fois où, par exemple, je faisais 2 propositions. Une proposition avec pur hasard, pas du tout volontaire, mais une photo d'un mec blanc et une photo d'une meuf. Des fois, c'était la meuf qui était choisie et ça se faisait très naturellement. C'est une question d'esthétique de la photo et ça n'a rien à voir avec la personne qui est représentée. Et il n'empêche que ça permet de, inconsciemment, mettre dans les esprits que tout le monde peut faire du vélo, en l'occurrence. Ouais, c'est important. Dans ton podcast, tu parles aussi de toi. Et justement, dans ton épisode Arabe en France et Française en Algérie, ma quête identitaire, tu dis avoir le cul entre 2 chaises constamment, je cite. Et tu décris les émotions qui entourent ton vécu de Française d'origine oranaise. Comment ce vécu-là a impacté ta politisation et est-ce que cette sensibilité, tu viens de le dire, oui, a influé sur la manière dont tu mènes tes projets? Ouais, je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour ma part, étant née du coup femme, enfin étant une fille d'origine maghrébine avec des parents immigrés, comme je le disais,
naturellement, plus tu grandis, plus tu te politises, juste par rapport à comment tu es traité en France aujourd'hui. Et c'est de plus en plus le cas, malheureusement. Mais ça s'est fait naturellement, il n'y a pas eu de politisation spéciale faite par rapport à ça. Ça s'est fait tout seul parce qu'en grandissant, plus je grandissais, plus je me rendais compte que j'étais... Je suis pas différente, mais différente du groupe dominant, on va dire. Et encore, je suis pas non plus à l'intersection de 15 000 identités, donc il y a des personnes qui sont dans des situations encore pires, malheureusement, que la mienne. Mais il y avait quand même ce truc de... ayant grandi, du coup... ayant fait mon collège dans un collège, du coup... assez riche et très blanc, avec très très peu de diversité, qu'elle soit culturelle, de classe sociale, etc. Je me suis rendu compte que ah oui, il y avait une petite différence quand même. Et inconsciemment, tu te politises, et puis après, quand tu grandis et que tu t'informes et que tu te rends compte de ce que sont ces sujets politiques, tu fais des liens et tu te dis ah oui, en fait, mon identité, elle est politique sans même que je le veuille, quoi. Et je crois qu'à un moment donné, tu parlais de l'intime et politique dans tes questions, et c'est exactement ça pour moi, c'est que l'intime est politique, nos identités sont politiques, et malheureusement, et voilà. Justement là-dessus, il y a une question qui m'intrigue parce que c'est aussi une question que je me pose moi-même. Tu parles de toi aussi dans ton podcast, tu apportes ce témoignage-là dont tu parles. Tu as reçu aussi ta maman dans un des épisodes qui était hyper intéressant d'ailleurs sur son parcours professionnel lors de son arrivée en France. C'est pas anodin en vrai de parler de soi sur internet et de parler en plus de sujets qui sont intimes et émouvants. Et comme on l'a dit, l'intime est politique et c'est hyper utile. Là n'est pas la question. Mais justement, la question, c'est comment tu le vis. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Ouais, je me suis posé la question avant de faire tout ça, notamment l'épisode sur ma mère, où en même temps ça a été hyper naturel de me dire c'est mon podcast, on parle de sujets qui touchent du coup ma mère en partie. Logique d'avoir ma mère sur le podcast dans un des premiers épisodes, si pas le premier épisode. Et en même temps, je me suis dit, t'exposes une partie quand même hyper intime de sa vie et du coup de la mienne aussi. Est-ce que c'est la bonne idée? Et puis après, vu que ce que j'expliquais avant par rapport au fait de choisir de faire du témoignage, pour moi c'est ce qu'il y a de plus efficace, je me suis dit, c'est un peu un risque à prendre de s'exposer comme ça, mais en même temps ça peut avoir un impact qui est hyper efficace. Donc on tente le truc, on fait comme ça. Mais je sais que ça n'a pas été toujours facile, je dirais, en tout cas de communiquer sur le podcast parce que je savais que là, en gros, je suis pas du tout une star, mais tu tapes mon nom, tu tombes sur le podcast, tu tombes sur une hyper grosse partie de ma vie et de celle de ma maman, du coup. Et je dis n'importe quoi, mais si demain je cherche un travail et que du coup c'est quelque chose qui se fait assez maintenant quand tu recrutes quelqu'un, tu vas regarder un peu sa e-reputation, comme on dit, ce qu'il y a sur lui sur internet, donc tu tombes sur ça. J'étais pas hyper à l'aise avec ça et je continue tout doucement à me déconstruire, on va dire, là-dessus et à me dire de plus en plus c'est pas grave et au contraire c'est utile. Donc c'est pas grave parce que c'est utile, mais c'est vrai que pendant un moment je sais que j'osais pas en parler et d'ailleurs je l'ai toujours pas trop, j'ai jamais vraiment fait, mais j'en ai pas trop parlé sur LinkedIn par exemple, où c'est un réseau social beaucoup plus professionnel, c'est pas le même public, c'est pas, ça peut tomber un peu sur n'importe qui aussi, comme Instagram tu vas me dire, mais c'est quand même différent, c'est pas du tout les mêmes personnes. Est-ce que je suis à l'aise d'inviter les gens à écouter mon podcast et à me découvrir de cette façon-là? De partout, et la réponse pour l'instant c'est encore un peu non, mais ça évolue, donc j'ai envie de dire que je l'ai fait parce que je trouve ça utile, mais c'est vrai que c'est pas facile et je comprends que tout le monde le fasse pas, quoi, parce que tout le monde a plein de choses à raconter, mais tout le monde le fait pas aussi parce que c'est de l'ordre de l'intime, quoi. Donc, et ouais. t'en avais parlé aussi pendant ton concours d'éloquence, je crois. Oui. Et t'avais eu des retours de gens sur place. Ouais. Oui, j'avais parlé de tout ça pendant un concours d'éloquence que j'avais fait l'année dernière.
Et pareil, j'avais l'impression de me foutre à poil sur scène, genre Ouais, littéralement. tu m'étonnes. Et c'était hyper difficile alors que je connaissais une partie du public et que je savais que c'était un espace très bienveillant et c'est aussi pour ça que je l'ai fait. C'est parce que c'était un espace très bienveillant et avec des personnes que je connaissais en partie. Pour autant, c'était quand même un petit peu difficile parce que c'est exposer une partie de sa vie perso. C'est toujours difficile, peu importe le sujet. Et en fait, quand j'ai vu les retours derrière de filles plus jeunes que moi, parce que c'était dans une résidence étudiante dans laquelle j'étais avant, donc des filles plus jeunes que moi qui viennent me voir et qui me disent bravo ma sœur, merci de parler de ça, et tu te dis ah oui ok, putain ça, en fait ça touche vraiment, ouais, ça m'a fait trop plaisir et ça touche vraiment les gens et puis ça marche quoi, parce que je me place pas du tout en grande sœur ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas forcément de lien, mais c'est des filles plus jeunes, et moi j'aurais trop aimé avoir encore plus de représentation, de personnes qui expliquent qu'en fait on a des vécus hyper similaires quand j'étais plus jeune, et là voir des étudiantes plus jeunes dire merci de parler de ça, tu te dis putain, en fait même si ça touche que 2 personnes, bah ça peut aider 2 personnes. C'est déjà énorme. Ouais, grave. L'impact est déjà énorme. Faut pas ouais, c'est ça exactement. Faut pas sous-estimer l'impact que ça a. Je pense que enfin là tu dis oui, j'étais pas leur grande sœur, mais je pense que sur le moment, t'as été un peu leur modèle quand même. Enfin, un truc qui leur a permis de comprendre que c'est possible et tout, quoi. Ouais, et puis aussi de un peu lâcher prise, je pense, pour elle, de se dire ok, en fait, pas la seule dans cette situation-là, quoi. Et c'est trop bien. Enfin, et puis le sentiment de savoir que t'as aidé de près ou de loin une personne, il est ouf. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai envie de continuer, quitte à encore se foutre à poil, et bah, on se foutra à poil s'il le faut, mais c'est trop important et ça marche. Donc c'est... Ouais. C'est pas confortable, mais en même temps, tu vois l'impact et t'es en mode bah vas-y, go, hein. Exactement. C'est pas confortable sur le moment, mais le retour, il est très agréable. Ouais. Parce que, moi en tout cas, je trouve que voir que t'as été utile, il n'y a pas de meilleur sentiment que ça. Et du coup, c'est trop gratifiant, quoi. Oui, ça, c'est une question que j'aimerais plus poser parce que c'est vrai qu'on fait des épisodes un peu sur philosophiquement ce que tu fais, etc. Mais on est quand même dans une période compliquée. Et du coup, je voulais te savoir juste comment tu te sens aujourd'hui dans le contexte politique qu'on vit. On en a discuté un petit peu avant, mais bon, on est fatigué, hein. Je pense Pardon, excuse-moi. Juste pour mettre petit contexte, on est le 6 février pour les gens. Oui, le 6 février, donc il y a eu tous les trucs de Trump. Encore hier, Trump qui parle de déplacer les populations palestiniennes. En France, on a Darmanin à la justice. Enfin bref, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais du coup, non, on est fatigué. Je pense qu'on est plusieurs à être dans la même situation. Et ouais, c'est un peu démoralisant. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ça motive encore plus à produire du contenu pour essayer de lutter contre tout ça. Donc fatigué, le moral est pas ouf à cause de tout ça, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire, et c'est ça qui est démoralisant dans l'histoire. Et en même temps, ça motive, paradoxalement, ça motive quand même un peu à continuer à lutter à sa façon, et du coup, ta façon à toi, c'est de faire un podcast, la mienne, c'est aussi de faire un podcast, on va aussi en manif, il y a plein de façons de se mettre en action et de pas rester les bras croisés, parce que ça, pour le coup, je pense que ce serait une erreur de rester les bras croisés. Je me permets de dire ça en sachant que c'est pas possible pour tout le monde d'aller militer, mais là, l'heure est grave, donc s'il vous plaît, allez militer, pitié. Mais ouais, non, le moral, il est pas ouf en ce moment à cause de tout ça, mais on continue d'agir comme on peut à notre échelle. Grave. Je trouve ça cool parce que j'avais pas pensé sur cette question à avoir un retour quand même à moitié positif, enfin en mode d'espoir et tout. Donc ça fait plaisir, c'est chouette. Vaut mieux répondre à une question de cette façon-là, parce que sinon, je pense qu'on resterait tous plus ou moins à un peu subir tout ce qui se passe et pas se motiver à... comme je disais, à agir, peu importe la façon dont on agit. Il n'y a pas de petite action, il n'y a pas de façon d'agir. Et agir, c'est pas que aller en manif aussi. Ça, c'est hyper important de le rappeler, je pense. Et
Et oui, et du coup, vaut mieux finir en quelque sorte sur une note positive pour se motiver, parce qu'on sait tous que si on veut motiver plus de gens à rejoindre la lutte, c'est pas en étant négatif et aigri. Donc voilà. Est-ce que toi, c'est une question que je rajoute, mais est-ce que tu aurais 3 moyens de lutter qui te touchent, toi, que t'aimes bien, enfin, voir ou faire? Ouais. 3 moyens de lutter. Le premier, je vais aller sur des trucs basico-basiques qui paraissent pas grand-chose, mais qu'on peut tous hyper facilement faire. Je pense c'est repartager des choses sur les réseaux sociaux, parce qu'on est un peu tous sur les réseaux sociaux, et enfin pour la majorité des gens de notre âge, on va dire. Et du coup, repartager des choses sur les réseaux sociaux, que ce soit en story ou à ses amis, c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. En parler tout simplement avec les gens autour de soi. Je pense qu'il y a des personnes avec lesquelles évidemment c'est compliqué de parler, les fameux tontons au repas de famille, évidemment c'est compliqué de parler, et Il y en a toujours un, hein. il y en a toujours un dans chaque famille, c'est ouf. Mais c'est évidemment hyper compliqué d'aller parler à ces personnes-là, mais il y a des personnes à des degrés de non-sensibilisation qui sont beaucoup plus accessibles, où c'est juste des personnes qui je vais dire les termes, mais qui votent Macron et qui savent pas vraiment pourquoi elles votent Macron, mais qui sont pas pour autant contre nos identités de personnes minorisées, par exemple, vu que là c'est ce sujet-là en l'occurrence, mais juste elles sont pas spécialement politisées ou spécialement sensibilisées, et du coup parler à ces personnes-là c'est hyper simple, enfin pour certaines, pas toutes évidemment, mais c'est beaucoup plus simple et ça permet de les faire basculer du bon côté de la force. Et du coup, c'est quelque chose de tout con, mais aller parler en one-one à ces personnes-là. Et un dernier moyen, c'est le moyen un peu bitchy, j'ai envie de dire, mais au travail. Ok. Enfin, faut pas rester les bras croisés quand on entend des trucs qui vont pas au travail, vu que beaucoup sont dans des entreprises ou des lieux dans lesquels il y a plusieurs personnes, et je pense qu'on a tous presque une anecdote de collègues chiants qui dit un truc pour rire, mais en fait c'est pas drôle, et du coup réagir dans ce genre de moment-là. Et ça, généralement ça marche, je pense. Enfin pas tout le temps, mais quand on a le courage de dire aux personnes en fait ta blague elle est pas drôle et elle est raciste, sexiste, homophobe, ça marche, la personne elle se sent con, donc oser se rebeller un petit peu, j'ai envie de dire, dans ce genre de lieu comme le travail. Ok, trop bien. Et merci pour ça. Sur le compte Instagram du podcast, tu dis que tu as besoin de te sentir utile. Ça rejoint un peu ce qu'on est en train de se dire. Les projets comme Club et Inclusif te permettent de traduire cette colère et cette souffrance que tu décris, issue des injustices que tu subis et que tu vois en action concrète pour changer les choses. Comment tu vis ça? Je pense que je vis mieux justement tout ce qui se passe, enfin tout ce que tu disais du contexte politique, je le vis mieux parce que j'ai l'impression de faire quelque chose avec le podcast, même si je fais pas grand chose, j'ai des épisodes qui sortent à des périodes très aléatoires, enfin des fréquences très aléatoires, etc. Mais comme je disais, même si ça touche 2 personnes, c'est déjà énorme, enfin je trouve que c'est déjà énorme, et du coup le fait d'avoir le podcast comme outil en quelque sorte de lutte, c'est pas pour ça que je l'ai créé, enfin pas vraiment pour ça que je l'ai créé, mais c'est comme ça que je suis en train de le vivre là maintenant tout de suite au moment où je parle, et peut-être que ça changera dans quelques mois, j'en sais rien, mais je me dis que c'est un outil, et je dis ça aussi parce que j'ai vu Salomé Saké, qui est une économiste, journaliste du média Blast. Je l'ai vue en conférence, elle a écrit un livre qui s'appelle Résister, et qui en gros raconte comment l'extrême droite est en train d'arriver aux portes du pouvoir aujourd'hui, et comment de la création jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très clair, très simple. Il faut que tout le monde lise ce livre au passage. Et du coup, elle expliquait dans sa conférence que on a toutes et tous des domaines dans lesquels on est expert ou dans lesquels on sait faire des choses. Et c'est comme ça, c'est en utilisant ces domaines-là et en faisant quelque chose via ces domaines-là,
En l'occurrence, pour nous, par exemple, c'est le podcast ou pour toi, la photographie. C'est une forme de lutte. C'est en faisant ça qu'on pourra lutter et chacun mettre un petit peu la main à la pâte et agir à notre échelle et agir en même temps en faisant quelque chose qu'on sait faire. Tout le monde sait repartager une story sur Instagram, et encore, mais tout le monde peut le faire en tout cas. Mais on a plus que ça. On a d'autres outils. Il y en a qui font du dessin, il y en a qui font de la photo. Certains, je sais pas, certains basiques écrivent des livres, mais enfin plus basiques, beaucoup plus compliqués, mais plus basiques, plus classiques, on va dire. Mais voilà, on a tous pas forcément des médias d'ailleurs, ça peut être tout autre chose, même en étant professeur par exemple, parle à tes élèves, sensibiliser à certains sujets. Enfin, on a tous des moyens d'action. Et du coup, moi, mon moyen d'action à moi, en ce moment, c'est le podcast. Et ça me soulage un petit peu d'avoir ça pour pas me sentir inutile et avoir l'impression de faire quelque chose. Ouais, on voit que à travers tout ton travail et ce que tu nous dis, c'est que toi, l'engagement dans le travail, c'est un truc qui te parle beaucoup, j'ai l'impression. Oui, oui, je pense que, ouais, un peu ce que je disais au début, que ce soit en entreprise où il y a beaucoup de choses qui se jouent, je pense, ou même en étant freelance, auto-entrepreneur, en bossant toute seule, avec ses clients, il y a aussi une forme d'engagement qui peut être mise en place de façon subtile ou moins subtile. Enfin, je pense qu'il y a un gros truc à jouer dans le milieu de l'entreprise, du travail de façon globale, je pense. Ça, c'est une question que j'ai copiée sur toi, parce que je la trouvais trop bien. Ok. Je sais plus dans quel épisode c'était, mais je crois que c'est quand tu parlais avec Célia. Ok. T'avais dit, du coup, comment... elle te parlait d'une problématique et tu lui as dit, oui, mais comment, du coup, toi, tu penses qu'on pourrait la régler? Qu'est-ce que tu aimerais voir plus? Ok. Donc, j'ai copié et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir comme changement dans les médias mainstream et dans les représentations audiovisuelles et artistiques? Qu'est-ce que tu aimerais voir plus? Basique, hein, mais j'aimerais voir plus de personnes qui nous ressemblent, plus de personnes qui ressemblent à toutes les diversités de personnes qui existent dans la société, qu'on croise dans la rue, qu'on croise en faisant nos courses, qu'on croise à la fac, enfin voilà, des personnes qui nous ressemblent vraiment et pas juste des Pierre, Paul, Jacques et Janine. Non, désolée, mais très cliché, mais enfin c'est ça, je me permets. Et oui, du coup, comme tu l'as dit, au moment où on parle, on est le 6 février, et ce matin, par exemple, j'ai vu qu'il y avait... il y a eu une polémique il y a quelques jours avec un humoriste qui s'appelle Merwan Ben Lazar, qui est passé sur C'est à vous, et en gros tous les fachos lui ont reproché à C'est à vous et à la présentatrice de l'émission d'avoir en gros donné un espace à un humoriste qui a une barbe et un bonnet, parce qu'apparemment avoir une barbe et un bonnet, c'est être salafiste ou islamiste en France, littéralement juste un arabe avec une barbe et un bonnet. Et du coup, là, ce matin, j'ai vu qu'il avait été viré. Alors qu'il avait prévu, je pense, de faire plein de chroniques sur l'émission. Émission qui est très cool, qui est sur le service public, une chaîne du service public, donc beaucoup de visibilité et tout. En fait, en le virant, il a été viré. L'excuse, c'est qu'il y a eu d'autres raisons, des tweets déterrés il y a quelques années, etc. Mais pour moi, ça relève deux problématiques. La première, c'est que on peut même pas exister en tant que personne minorisée. Et là, je parle d'un arabe, mais je pourrais parler de n'importe quelle personne qui a une identité différente, qui correspond pas au groupe dominant. On peut pas exister parce qu'en fait, on nous vire. Et en plus, deuxième chose, on n'a pas le droit à l'erreur parce que l'excuse du fait de le virer, c'est il y a eu des tweets avec des propos sexistes. Ouais, en fait, on a encore Arthur qui a embrassé les seins d'une meuf sur TF1. Jean-Marc Morandini qui est encore présentateur sur CNews alors qu'il a été condamné pour pédophilie si je dis pas de bêtises, enfin un truc dans le genre quoi. Et par contre dès que c'est un arabe, ça pose problème et on n'a pas le droit à l'erreur et chaque petit truc nous sera reproché et sera excuse pour être par exemple viré. Et alors que la vraie raison c'est on veut pas d'un arabe sur une chaîne du service public parce que ça pose trop de problèmes et ça engendre trop de réactions. C'est une folie. C'est un truc de ouf. Donc juste de pouvoir voir plus de personnes qui nous ressemblent, qui ressemblent à toutes les
des identités diverses qui existent, plus de personnes racisées, plus de personnes LGBT, plus de personnes un peu différentes, non valides, enfin toutes ces personnes qui ressemblent à celles qu'on croise dans la rue mais qui n'existent pas dans les médias mainstream, malheureusement. De ouf. Mais c'est ouf qu'on en soit au point, ça a toujours été comme ça, mais qu'on en soit au point de dire la chose que j'aimerais améliorer, c'est qu'on vire pas quelqu'un juste pour des raisons racistes. Ouais, on en est là. Hein. Si vous avez un doute sur la montée du fascisme, on est bien dedans. On est bien dedans. C'est triste, mais c'est la vérité. Ouais. Non, mais c'est trop intéressant. Et merci d'en avoir parlé. Tu vois, je trouve que c'est une info qui est passée assez comme une lettre à la poste, comme d'hab. Comme d'hab, bah ouais, c'est ça. Comme d'hab, malheureusement. Mais en vrai, non, c'est pas... Ça devrait pas passer comme une lettre à la poste et ça devrait tellement révolter plein de gens. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui en ont entendu parler et qui n'ont pas forcément réagi. Et en même temps, ça arrive tellement de plus en plus que... Bah, on va pas réagir à chaque fois, quoi. Ouais. Enfin... Faut avoir de l'énergie pour faire tout ça, quoi. On n'a plus trop d'énergie, donc... Pourquoi est-ce que tu as choisi le médium du podcast en particulier ? Qu'est-ce qu'il apporte à ton projet ? Pourquoi tu aimes bien ce médium-là ? C'est tout simplement parce que j'écoute beaucoup de podcasts et que j'aime beaucoup ce médium-là. Comme tu l'as dit, je pense que c'est un bon moyen de faire passer un message. Et c'était par pure affinité avec ça. Je sais que j'ai déjà hésité à, pourquoi pas, faire de la vidéo, parce que j'aime bien faire du montage vidéo, des choses comme ça. Mais je me suis dit que le podcast, c'était ce que moi, je consommais plus pour m'informer, en tout cas. Et ce qui était le plus simple à produire. Parce que vidéo, faut quand même... c'est un autre... Enfin, t'as des vidéastes, c'était pas pour rien. C'est parce que c'est un métier, c'est compliqué de le faire. Et tout le monde peut le faire. Hein. Comme a dit Orelsan, faut juste une caméra. Bon, celui-là, voilà. Ouais. Désolée, hein, mais la phrase est pas fausse, cependant. Faut juste une caméra qui filme pour faire un film, quoi. Mais c'est pas ça la phrase. Mais vous voyez de quoi je parle. Mais il y a quand même plus de travail. Et du coup, par souci de facilité aussi, le podcast ça me paraissait bien et j'aime bien raconter ma vie dans un micro, du coup moi j'aimais bien ce média là. Et en parlant de podcast, tu en as un deuxième qui s'appelle Fangirls, que tu co-animes et que tu as cofondé avec 3 autres personnes, où vous parlez de vos critiques rap et musique. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Oui, du coup, Fangirl, c'est un podcast qui existe depuis septembre 2024, qu'on a créé avec 3 copines, Chiara, Léa et Zoé. C'est à l'initiative de Clara à la base, qui est fan de rap, fan de musique, et qui voulait créer un podcast parce que j'espère que je dirais pas de bêtises, Chiara, si jamais t'écoutes ça, mais la réflexion de base, il me semblait que c'était, en fait, on en a marre, surtout dans les médias rap, de voir que des mecs qui parlent de rap. Et qui du coup il y avait peu de femmes journalistes, peu de médias avec des femmes journalistes dans le milieu du rap, et du coup encore moins de femmes rappeuses mises en avant, parce que c'est moins naturel pour des mecs de se dire il faut qu'on mette des femmes en avant, etc. Ouais. Et du coup, elle a eu la volonté de créer un podcast, et je suis trop contente qu'elle m'ait proposé aussi de participer au projet. Et en gros, dans le podcast, on parle des sons qu'on a écoutés, plus axé rap, du coup. On parle un petit peu de musique en général, mais on écoute plus de rap en tant que juste auditrice de musique. On est plus branché rap, donc voilà. Et on avait pour volonté de faire un podcast quand même avec des valeurs dès le début ancrées et exposées de façon très claire. C'est con, hein, mais on va pas parler de... C'est évident pour nous, mais c'est pas pour tout le monde. On va pas parler d'artistes qui sont accusés ou condamnés de violences sexistes ou sexuelles. On essaye de mettre plus en avant des projets d'artistes qui sont moins visibilisés quand on le peut. Après, bon, je sais que pour ma part, j'écoute beaucoup de musique mainstream, donc c'est plus compliqué, mais on s'est dit dans le dernier épisode de fin décembre, par exemple, on s'était dit notre résolution pour 2025, c'est d'écouter plus de meufs, d'écouter plus de rappeuses, et du coup de plus les mettre en avant. Donc voilà.
pour Fangirls. Ouais, et ça a vraiment un côté très radio. Enfin, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez des concepts à quatre et des concepts ensuite un peu solo. Enfin, j'ai Ouais. écouté l'épisode où toi, t'étais interviewée pour parler de ton rapport avec la musique. Oui. Mm. Ouais, on essaye de faire différents types d'épisodes. Il y a 3 ou 4 concepts sur le podcast. On fait des slays du mois. Donc, c'est en gros des dumps, des revues un peu mensuelles de ce qu'on a écouté. On est toutes les 4. Les Fnac Dates, où c'est là les épisodes où on découvre chacune d'entre nous et on parle de comment on a été connecté à la musique, quel est notre rapport avec la musique. Les Strascha Miao, où je fais tout le détail, mais c'est Chiara qui a tout le crédit pour les titres qui sont très marrants, où c'est des épisodes un peu plus détaillés, avec plus de recherche, plus de concepts sociologiques. En fait, c'est Chiara qui fait ça surtout, qui essaye de lier des concepts sociologiques, sociétaux, etc. avec le rap. Et le dernier type d'épisode, c'est du bout des ongles, où on parle d'un artiste, on choisit de mettre un artiste en avant dans un épisode qui lui est dédié. Donc on fait un petit peu de tout, mais tout est lié à la musique du coup. Ouais, et je trouve ça cool parce que c'est vraiment, j'ai l'impression, un exercice complètement différent de faire un podcast solo ou un podcast à plusieurs. Et moi, je suis un peu fan du podcast 4 quarts d'heure, même si, voilà, niveau valeur, je suis pas alignée sur 100% des choses, mais en vrai, c'est des meufs que je trouve quand même très chouettes et qui me font beaucoup rire en plus. Dans la forme, c'est trop cool comme Et format. je suis vraiment, c'est ça, fan numéro 1 de ces 4 hugo là. C'est Et trop cool. en fait, je trouve ça trop. Enfin, je suis assez admirative de me dire, c'est cool un projet à 4 personnes. En plus, ça fait très sororité, 4 meufs et tout. Oui. Et pour pouvoir discuter tout ça, toi, tu vois quelle différence entre ton projet solo et collectif? Est-ce que c'est différent à vivre et à faire et qu'est-ce que tu mets dedans et tout? Ouais, de ce que je viens de dire, comme je disais, il y a quand même des valeurs très affirmées avec Fangirls. En réalité, c'est pas juste un podcast de musique, parce qu'on essaye de quand même... après, vu qu'on parle de nous et de ce qu'on écoute, naturellement, vu qu'on est toutes les 4 des personnes assez engagées et plus ou moins militantes aussi, forcément, ça se ressent dans ce qu'on raconte dans le podcast. Mais moi, dans ma tête, je vois ça un peu comme mon podcast plus fun et plus détente, où il y a moins de prise de tête. Et c'est cool aussi d'avoir un endroit où c'est juste prendre du plaisir et pas toujours mettre j'allais dire de la politique, si on en met du coup, mais c'est moins compliqué à préparer, c'est moins de réflexion sur les épisodes, même quand on enregistre, c'est moins prise de tête. Et puis en plus, on est entre potes, donc c'est un bon moment à chaque fois. Alors que Club Inclusive, je mets vraiment ça dans la catégorie, comme je disais, un peu comme outil pour la lutte. Et du coup, je vois pas du tout les deux podcasts de la même manière, et je les vis pas du tout de la même façon. Et je suis contente d'avoir Fangirls, parce qu'il y a eu des mois où j'ai enregistré un épisode de Club Inclusive et des épisodes de Fangirls avec les filles. Et Club Inclusive, ça m'avait épuisée parce qu'on aborde des sujets parfois hyper sensibles. Et Fangirls, je me dis, je peux souffler un petit peu et parler juste de... j'ai kiffé le dernier son de SCH et puis il n'y a rien d'autre derrière, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'interprétation à faire, c'est juste j'ai kiffé et voilà. Donc c'est beaucoup plus détendu. Ouais, l'importance du plaisir et du divertissement dans la lutte. Ouais, exactement. Ouais. Justement, donc comme tu l'as dit, vous parlez de femmes, du fait que les femmes sont invisibilisées dans la musique et aussi dans la critique musicale. C'est vrai que quand on réfléchit, par exemple, les critiques de rap, on entend Mehdi Maizi et Tutti Quanti, c'est que des gars. Dans Bouscapé aussi, il y a très peu de meufs, il y en a quand même. Mais il n'y en a pas beaucoup. Elles sont moins visibles aussi, voilà. En réalité. Ouais, et du coup, ça fait aussi moins de modèles. De rien, quand on pense... je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient bien se lancer dans ces domaines-là, être dans le domaine de la musique, travailler dans ces médias, Bouscapé, etc.
en fait, si t'as pas de modèle et que t'es une meuf et que t'as envie de bosser là-dedans, tu te dis, je sais pas si en fait je serais forcément la bienvenue si j'ai envie d'aller bosser là-bas, si c'est pour se retrouver qu'avec des mecs, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça aussi, enfin voilà. Donc c'est important, je pense, de se créer des espaces, ses propres espaces de parole entre nous, parce qu'on sait que ça va être safe, que c'est créé par nous et c'est cool, et aussi de mettre en avant celles qu'on connaît qui sont déjà un peu sur la place publique, j'ai envie de dire, parce que nous, notre podcast, il débute, donc on n'a pas non plus une très très grande audience pour l'instant. Mais du coup, mettre en avant celles qui sont déjà là et qui font un taf de ouf, et qui, pour certaines, je sais, s'en prennent plein la gueule parce que ce sont des femmes qui sont sur un sujet qui touche plus d'hommes, enfin voilà. Est-ce que tu as des meufs à nous recommander justement qui sont critiques de rap ou des rappeuses aussi si tu as envie? Ouais, en critique, il y a Camille Emily sur les réseaux sociaux. Elle est assez présente. Elle travaille chez Move, qui est une radio, si je dis pas de bêtises, ouais. Enfin, en média. C'est Kara qui me l'a fait connaître et elle est top. Cette meuf, elle est trop top. Elle met en avant vachement d'artistes. Elle est très engagée. Elle s'en cache pas. Et elle est... Ouais, elle est un peu... Elle est critique musicale, elle est journaliste, mais elle est aussi militante un peu sans le vouloir, je pense. Enfin, c'est pas son sujet qui est mis en avant, mais tu le retrouves un peu dans tout ce qu'elle promeut et tout ce dont elle parle. Elle choisit pas ses projets par hasard. Et c'est trop cool. Du coup, je l'aime bien pour ça. Et voilà. Trop bien. Ouais, le Move, ils ont bien évolué, je trouve. Enfin, il y a pas mal de sujets qu'ils abordent qui sont bien intéressants. Ils ont des invités cool aussi. C'est vraiment Et chouette. des chroniqueurs cool aussi, je trouve. Ouais. Non, c'est un bon média, ouais. Pour la suite, est-ce que tu peux me dire quelle est la suite de tes aventures avec Club Inclusive et Fangirls et comment tu aimerais faire évoluer ces deux projets? Du coup, pour Fangirl, c'est vrai que comme j'ai dit, vu que je le vois plus comme un projet plaisir et qu'en plus on est 4, donc, et c'est Kiara qui est quand même un peu la porteuse principale du projet, même si c'est une organisation très très horizontale et qu'il y a zéro débat là-dessus. Mais voilà, je me sens plus... je me laisse plus porter avec le temps, avec ce projet, et c'est beaucoup plus naturel dans la façon de voir les choses, où on sait que tous les mois, on fait nos petites revues mensuelles, etc. Donc ça va continuer comme ça, j'espère. Et pour Club Inclusive, pour le coup, là, en ce début d'année, je me suis posé des questions sur comment je pourrais faire pour mieux m'organiser, pour développer de plus en plus le podcast, sachant que du coup, c'est quelque chose qui prend du temps. En même temps, c'est quelque chose qui me fait plaisir et comme je disais, qui me permet de me mettre en action. Donc c'est trop cool, mais ça prend beaucoup de temps et je savais pas trop comment le situer parmi tout ce que je fais. Où du coup, je suis à une période où professionnellement, c'est beaucoup plus calme, donc ça me laisse beaucoup plus de temps. Mais ça n'empêche que c'est du temps de travail non rémunéré parce que ça me rapporte rien et puis ça demande de l'organisation, de la discipline, du cadre pour se mettre au travail, puis aussi démarcher des personnes pour avoir... Voilà, il y a un moment donné où je vais arriver à court de mes potes à interviewer. Toi aussi. Du coup, il va falloir que j'aille démarcher des personnes, chercher des personnes extérieures pour les interviewer. Enfin bref, ça demande beaucoup de travail. Donc j'aimerais trouver un équilibre et un moyen de mieux m'organiser pour développer de plus en plus le podcast parce que... comme je disais tout à l'heure, faut faire quelque chose et moi mon moyen d'agir pour l'instant c'est ça, donc j'ai envie de le développer beaucoup plus sérieusement, sortir des épisodes plus régulièrement, faire plus d'épisodes, faire plus de contenu sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram, etc. Donc voilà. Est-ce que tu aurais des projets médias engagés que tu aimerais recommander ou des personnes à suivre? Ouais, en personne à suivre, il y a le journaliste et écrivain du coup, Anas Daïf. Sur les réseaux sociaux, c'est journaliste, je crois, son arrobase, si je dis pas de bêtises. Et il parle. Enfin, je le trouve très intéressant et je choisis de le citer lui, déjà parce que j'adore son travail, mais aussi parce qu'il a un podcast d'ailleurs qui s'appelle À l'intersection. Et justement, il parle de son vécu à lui. Il donne la parole à des personnes qui sont à l'intersection de plusieurs identités. Et c'est hyper intéressant parce que
pas seulement parler d'antiracisme, de sexisme, etc. Et on parle un peu de tout, et lui-même est rebeu, musulman et queer. En fait, il est à l'intersection de 3 identités qui font que c'est compliqué, quoi. C'est dur et c'est hyper intéressant de savoir comment il le vit. Il fait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Il a sorti un livre qui s'appelle Et un jour, je suis devenue arabe, qui parle de tout ça. C'est méga intéressant. Est-ce que tu aimerais entendre quelqu'un au micro de ce podcast? Du coup, peut-être, c'est pas obligé, mais parler de quelqu'un plus local. Mais tu peux parler aussi de quelqu'un d'autre. Enfin bref, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast? Yes, j'aimerais bien entendre Mathilda, qui est co-gérante du Boomerang. Ouais, grave. Gérante ou co-gérante, mais je crois qu'elle est co-gérante. Mais en tout cas, qui gère une grande partie de tout ce qui se passe au Boomerang, qui du coup est un lieu culturel, je pense que beaucoup de tes auditeuristes connaissent, un lieu culturel très engagé à Lyon. Et je trouve que ce lieu est trop bien. Il y a une programmation qui est trop trop cool, et ça a besoin de continuer à vivre, parce qu'il y a eu un moment où l'année dernière on a cru que ça allait fermer parce qu'ils étaient en galère dessous, et en vrai ça m'a fait... J'étais pas... En plus j'étais allée une fois je crois à ce moment-là, mais juste symboliquement de savoir qu'il y a un lieu comme ça à Lyon qui a failli fermer alors qu'il y en a très très peu et plus beaucoup, ça fait trop trop peur. Parce que ça ferait un espace en moins dans lequel on peut se réunir de façon safe et faire des shows de drag queen, des événements engagés pour la Palestine, tout ce genre de trucs-là qui sont hyper engagés. Si on a encore un lieu qui ferme à Lyon, par rapport à ça, ça devient chaud. Et puis pas sûr qu'on puisse en réouvrir les prochaines années, vu comment c'est en train d'évoluer politiquement, donc pas pour être pessimiste, mais voilà. Je vous jure, il y a des gens de gauche à Lyon. S'il vous plaît, réveillez-vous, quoi, c'est tout. Et du coup, ouais, je pense que ce serait très intéressant d'avoir son témoignage et de l'avoir dans ton podcast, ce serait trop bien. J'aimerais trop. On passe aux questions de fin du podcast, et c'est un peu les questions que je pose à tout le monde. Parce que j'aime bien avoir votre avis différent sur ces choses-là. Donc, pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de créer un podcast? Ouais. Ce qui est le plus difficile, je pense, pour ma part, c'est ce que je disais, c'est de m'organiser, travailler sur le podcast, parce que pour le coup, je suis toute seule à le faire, et j'aime bien travailler en équipe. C'est ce côté-là que j'aimais bien en entreprise, justement, c'est d'être avec des gens, discuter, échanger, réfléchir ensemble sur des sujets. Et là, pour le coup, je suis toute seule. Donc, c'est pas spécifique aux moyens du podcast, mais c'est juste spécifique aux projets où tu es tout seul, sur lesquels tu es tout seul de façon générale. C'est toujours un peu compliqué. Et autre chose aussi, qui du coup, comme je le disais, je suis de plus en plus en paix avec ça, mais c'est quand même difficile de s'exposer personnellement, parce que mine de rien, c'est des sujets qui me touchent. Et comme je le disais aussi, là pour l'instant, c'est beaucoup mes amis que j'interviewe. J'ai fait appel à eux au début parce que c'était le plus simple pour avoir des personnes à interviewer, et que comme je le dis dans la création du podcast, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est que j'ai vu mes propres proches amis être touchés par des discriminations. C'est ça qui m'a motivée à faire ce podcast. Et du coup, c'est quand même s'exposer d'une certaine façon, de se mettre en avant et de mettre en avant ses amis. Et du coup... c'est un petit peu difficile. Et oui, si je devais mettre quand même aussi une dernière chose, il y a aussi le fait d'en même temps prendre du plaisir à le faire. Il y a quelque chose de très ambigu entre le fait que je prends du plaisir à le faire, et en même temps, vu que je vois ça comme un outil de lutte, c'est hyper prenant en énergie et psychologiquement parlant. Et du coup, je sais jamais où me situer, où je me dis j'adore faire ça, je prends du plaisir, et en même temps, on parle de sujets pas ouf, un peu compliqués. Donc t'essayes de rendre ça positif, et j'aime bien le fait de voir la lutte un peu comme une fête. Un petit peu naïf, et en même temps c'est bien de le voir comme ça. Et c'est aussi un petit peu pour ça que, j'aurais dû le dire au début, mais c'est un peu pour ça que j'ai appelé le podcast Club Inclusive. Pour donner un petit peu plus de détails là-dessus, c'est parce que j'aime bien voir le fait voir la lutte comme une fête,
Donc il y a le fait de clubbing et il y a aussi trop cool. le fait de mettre des gens, mettre des gens dans des cases. L'expression anglaise c'est put people in boxes. Et du coup il y avait boxes, en français c'est boîte. Boîte de nuit, et du coup, whoop, whoop. Du coup on fait la fête pendant la lutte. C'était un peu ça l'idée du nom et de la DA, on va dire, du podcast. Mais du coup c'est compliqué, c'est très ambigu, ouais. Donc voilà. Quel conseil aimerais-tu donner à une personne qui se lance aujourd'hui dans le podcast ? De le faire, d'y aller, si elle s'est déjà lancée, c'est bon, mais de continuer et de vraiment le faire et de pas se dire que il y a beaucoup de podcasts. Moi je me suis dit ça à un moment donné parce que je l'ai lancé du coup en 2023. Il y avait déjà beaucoup de podcasts lancés et c'était un peu devenu le truc à la mode que tout le monde fait, que ce soit les entreprises, les influenceurs, les stars même, enfin voilà, tout le monde fait un peu ça. Et du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que c'est le bon média sur lequel je pars un peu pour ça ? Mais du coup, non, je pense que... Enfin, moi, j'adore écouter des podcasts, donc plus il y en a, plus il y a de choix et mieux c'est. Donc, se lancer. Et ouais, j'ai pas spécialement d'autres conseils à donner vu que je me considère encore comme débutante, donc voilà. Mais et faites attention au bruit de bouche dans les micros. Petit conseil comme ça. Vraiment, le premier épisode que j'ai entendu, on entendait tous les horrible à écouter. Ça me gratouillait le tympan, c'était horrible à écouter. J'ai dû le réenregistrer. Et c'était pareil la deuxième fois, donc je l'ai posté après. Hein, mais ouais, horrible. Donc, mais je pense que quand c'est les nôtres, c'est encore pire. Enfin, quand on s'entend. Tu les entends plus aussi, tu te focuses que là-dessus. Oui. Et faire attention au réglage de son micro, du coup. Ouais, grave. Dernière question. T'en as déjà parlé tout à l'heure, mais pour la lutte, qu'est-ce qui te donne espoir pour la suite ? C'est compliqué de trouver de l'espoir dans cette période-là, honnêtement. Mais je pense que... Je répète un peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais le fait de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de projets, beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui sont déjà là et qui peuvent continuer à investir l'espace et tout ça et continuer à faire des choses pour lutter. Donc... Ouais, je pense que... Et c'est pas ouf, hein, mais niveau espoir, il n'y a pas grand-chose, mais je pense que c'est ça la principale chose, c'est de se dire que même si la situation... Enfin, ouais, le contexte en ce moment est pas ouf, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là et qui pourraient être demain des acteurs, aussi pour celles qui sont pas déjà en action, des personnes qui pourraient se mettre en action, et on pourrait être tellement à faire des trucs, comme je disais tout à l'heure, à se lancer avec des différents domaines dans lesquels on est toutes et tous, à se mettre en action par ce biais-là. Et du coup, on a une marge quand même de choses à faire, quoi. On peut faire beaucoup de choses ensemble et le collectif est trop important. Donc bon, je me dis qu'il y aura peut-être un moment où certaines personnes auront un déclic et se mettront en action et rejoindront la lutte. J'espère. Voilà. Et merci beaucoup à toi, du coup. Merci à toi, c'était trop chouette. Merci de m'avoir invitée. Trop cool. C'était trop bien. Merci Louise. Beaucoup. Au revoir. Goodbye. Merci beaucoup à Ilham pour son passage sur le podcast. Encore une fois, n'hésitez pas à aller soutenir son travail sur les réseaux. Il y a aussi des réseaux pour chacun de ses projets. Je vous mets bien sûr tout en description. N'hésitez pas à aller écouter et streamer sur les plateformes Club Inclusif et Fangirls. N'hésitez pas aussi du coup à l'occasion des 2 ans de l'ALAM de m'aider à le diffuser, à le partager. C'est vraiment un mois spécial pour moi. Donc si vous pouvez m'aider dans cette quête, c'est vraiment... j'en serais vraiment très reconnaissante. Merci à vous, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets et cette fois-ci je vous dis pas à dans 2 semaines mais à mercredi prochain. Belle journée à vous.